Bienvenue à toutes et à tous aux entretiens à lire pour triompher, des entretiens qu'on vous propose à l'occasion du 27e Salon international du livre d'Alger qui célèbre le 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution algérienne du 1er novembre 1954 et qui met à l'honneur cet héritage historique. Alors aujourd'hui, nous allons parler de patrimoine littéraire, de fusion culturelle et ainsi de réalité historique dans la fiction. Pour ce faire, nous accueillons aujourd'hui Madame Malika Daoudi. Bonjour. 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 Alors merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité et je tiens à compléter mon nom, Malika Chitour Daoudi. Daoudi. Alors vous dessinez dans vos romans le portrait d'une Algérie coloniale où se croisent différentes cultures, valeurs et épreuves. Votre parcours est riche et diversifié. Qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire vos deux romans qu'on a ici aujourd'hui ? Alors déjà c'est un parcours... Quand on se lance dans l'écriture, c'est qu'on en a toujours rêvé. Pour ma part, c'était un rêve que je pensais inaccessible. Donc, petite, je n'ai fait que lire. Et tout ce qu'on fait petit, ce n'est qu'une construction, que lancer les bases et ériger une construction qui nous enrichit et qui nous aide à apporter quelque chose par la suite. Donc, un beau jour, je me suis lancée, toute jeune déjà, des petites histoires comme ça pour passer le temps. Nous n'avions pas les réseaux sociaux, les tablettes, les téléphones. Donc, pour passer le temps, l'été, les interminables après-midi, c'était lecture, dessin, écriture. Je m'occupais comme je pouvais. Et un beau jour, j'ai eu accès. Mais toutes ces histoires, ces histoires que j'essayais d'écrire ne me plaisaient pas. Ce n'étaient pas les histoires que moi j'aurais aimé acheter. Ça n'apportait rien. Ça ne faisait pas tilt. Un jour, une dame avait parlé de sa bisaïeule qui avait jeté une poignée de sel en partant de chez elle, d'Europe. Que cette phrase. Mais je l'ai vue, cette phrase, quand elle me l'a racontée. J'ai vu la bisaïeule dans ma tête jeter cette poignée de sel pour ne plus revenir à sa terre. Parce que le sel rend la terre stérile. Et si la terre ne nourrit plus son homme, il n'y a plus d'espoir de retour. Donc, cette bisaïeule est venue en terre d'Algérie. Et je me suis dit, ça, c'est la petite graine, ça c'est l'histoire. Mais j'ai mis 20 ans à me lancer. Et ça a donné la Cafrado. Mais tout le reste est fiction. D'accord. Ouais. Donc c'était un projet, on va dire. Ce n'était pas spontané ou... Oui, on a tous des projets, on a tous des rêves. Il y a eu une succession d'événements qui ont fait, c'était des appels, qui ont fait que je me suis dit, allez, lance-toi, tu risques rien, lance-toi, c'est maintenant. Bon. Je me suis lancée et je n'ai pas regretté. Vos personnages, Francesca et Dorato, incarnent la force et la résilience. Pourquoi vous avez choisi de mettre en lumière ces deux femmes-là dans un contexte historique difficile ? Alors, ça a commencé, je vous ai dit, c'était des circonstances comme ça qui se sont succédées. Et sur les réseaux, je vois les tableaux de Faiza Marni, fameuse peintre algérienne, qui fait des portraits de femmes. Et c'est des portraits puissants, qui m'ont vraiment happé et m'ont parlé. Alors le jeu sur ce groupe fermé consistait à raconter une histoire sur chaque tableau. J'étais la seule à me lancer. Et au troisième tableau, c'était Francesca qui est née. J'ai greffé mon histoire sur le visage que je voyais de Francesca. Ensuite, le lendemain, c'était un autre tableau et un autre visage de femme. C'était une métisse ou une noire. En tout cas, voilà, moi j'ai vu Dorato. J'ai donné vie à l'histoire de Dorato. Et au troisième jour, le surlendemain, j'ai fusionné ces deux histoires. Et ça a donné le roman polyphonique qu'est la Cafrado. Donc,
il n'y a pas de hasard, mais c'est un concours de circonstances. Ce qui était écrit fut. Et évidemment, cette sororité, le combat de ces femmes rejoignait mon histoire et je l'ai ancré dans une certaine période algérienne. Il fallait choisir une date historique, 100 ans avant l'indépendance. Ça me paraissait idéal. 1862, c'est percutant. Pourquoi? 100 ans avant l'indépendance de l'Algérie. Je parle d'une colonne qui vient en Algérie. C'est l'Eldorado et c'est l'émigration inverse. En 2021, on parlait beaucoup, jusqu'à présent, beaucoup de l'émigration, d'immigration de l'Afrique vers l'Europe. Mais il faut savoir, et c'est connu, et il faut rappeler que c'est venu, ça a commencé de l'autre côté. La misère, c'était l'Europe. Les guerres, c'était l'Europe. La violence, c'était l'Europe. Et les terres fertiles, peuplées de sauvages, c'était l'Afrique. Les missions civilisatrices, les colonies de peuplement qui s'en sont données à cœur joie. Voilà ce que ça a donné, on le sait. Et je ne pouvais pas commencer et parler de mon histoire, de ma petite histoire, sans l'ancrer dans la grande histoire algérienne. Donc le tableau était dressé, 1862, elles arrivent, naïves, toutes les deux. Elles pensent venir dans une terre déserte, mais cette terre n'est pas si déserte et ces sauvages ne le sentent pas tant que ça. Ils savent lire et écrire et ce qui la surprend, ils se lavent les mains avant de manger. Donc il y a un certain raffinement. Elle entre dans la tente de Kader, l'un des personnages, et elle voit la tente des Mille et une nuits. Elle qui est fille de serf au départ et la servitude n'a pas accès à l'instruction, ce n'est que la noblesse. Donc ces gens qui savent pratiquement tous lire et compter, écrire, donc, mais compter, ceux qui ne savaient pas lire et écrire savaient compter. Donc ça a déstabilisé toutes ces croyances. Et elle a commencé au fil de son histoire à effacer une croyance après l'autre. Mais Dorato, la deuxième héroïne, qui a toute son importance dans le roman, elle sait toutes ces choses. Elle, princesse Dogon, des falaises du Bandiagara, Mali. Elle sait tout ça. Mais l'apport de Dorato, c'est l'apport africain. Donc, c'est l'ancrage africain de l'Algérie. Très bien. Alors, justement, en parlant de l'ancrage africain, la culture nord-africaine et Dogon joue un rôle central dans votre récit. Qu'est-ce qui vous a motivé à intégrer cet aspect précis dans le roman et l'histoire? Toute petite, alors mon père, quand il rentrait à la maison, il prenait un livre. Et on avait une collection de livres. Les mystères et leurs secrets, les civilisations et leurs secrets. C'était la collection mystérieuse. J'ai lu, je crois. Voilà. Et bon, c'était des lectures pour adultes. J'essayais de lire, mais je ne comprenais pas trop. Et donc, on avait déménagé. Et tous ces livres-là se sont retrouvés dans un carton. Et le carton a été perdu. Et ça m'est resté. Toutankhamon, le mystère de Toutankhamon, le mystère des Dogons, la civilisation Dogon. Tout ce que je n'avais pas réussi à lire, je l'ai lu par la suite. Et les Dogons, la cosmogonie Dogon, la science Dogon a apporté beaucoup. Il y a aussi l'université de Tombouctou. Tout cet apport africain, on l'a occulté alors qu'ils étaient à la pointe de la science. Mais la vision européenne et occidentale occulte tout ça. Il est temps, et plus que temps, que l'on mette en lumière toute cette science africaine et cette richesse. Je ne parle pas de l'université de Béjaïa,
qui a apporté beaucoup et qui a accueilli Fibonacci, qui avait fait la suite, la célèbre suite Fibonacci, grâce à son instruction et à son passage à l'université de Béjaïa. Alors l'Algérie est décrite comme une terre mosaïque dans votre livre. Selon vous, quelle est l'importance de cette diversité? L'importance de la diversité, elle est centrale. Elle est, nous sommes tous, avec nos richesses, un présent dans ce pays. C'est un très grand pays et tous ces enfants apportent un plus. Et pour peu que nous ayons conscience de cette richesse et de l'union de tous ces morceaux qui constituent cette formidable fresque, si nous en avons conscience, si nous projetons et nous voyons ce qu'est cette fresque algérienne et cette mosaïque, ça serait magnifique et tout irait pour le mieux. Personne n'est parfait, mais c'est une merveilleuse fresque. Alors, vos écrits mêlent fiction et réalité historique. Ouais. Comment parvenez-vous à équilibrer un peu entre les deux, vu que c'est une fiction? C'était pas crédible de ne parler que de mon historiette, de mes personnages. C'est pas crédible. Je parle de l'Algérie, je parle de mon pays, ça me prend aux tripes. Vous trouvez que c'est un devoir de faire ça ou... Je ne sais pas si c'est un devoir. Quand on dit devoir, c'est comme si c'était une obligation. Non, c'est naturel. Ça vient de l'intérieur. On a tous un lien avec des moudjahidines, on a plus ou moins tous connu ça et ça nous prend aux tripes. Comment parler de mon histoire en 1862 sans parler de ce qui s'est passé? Il y avait les enfumades, c'est terrible ce qui s'est passé, l'une des plus atroces colonies de peuplement. Donc il fallait que j'enrichisse mon histoire avec ces faits. On ne peut pas passer là-dessus. D'accord. Alors vos romans, encore une fois, évoquent la lutte pour la liberté sous différentes formes. Que signifie la lutte pour vous? Les femmes, en général, luttent dès la naissance pour leur présence. Nous ne dérogeons pas à cette règle. Au contraire, nous avons toujours lutté. L'histoire algérienne est riche de l'apport des femmes. Elles ont été reines, elles ont été guerrières et elles continuent. C'est des guerrières anonymes. Nous sommes toutes des guerrières anonymes, que ce soit dans la rue. Dès que nous fermons la porte de chez nous, dès que nous sortons de chez nous, nous combattons. Alors la fusion des cultures est omniprésente dans vos écrits. Quelle est votre vision de la cohabitation et l'interaction de différentes cultures au monde qui est parfois marquée par des conflits, des guerres? Nous sommes égoïstes. Les gens sont égoïstes. Et les gens, je m'inclus dans les gens, c'est une nature. Et nous le sommes tous plus ou moins. Alors pour peu que nous apprécions l'autre et que nous ayons une bienveillance, ça irait mieux quand même. Nous sommes riches que par nos rencontres. Nous sommes riches de ce que l'autre peut nous apporter. Sinon, à quoi bon? À quoi bon nous naissons et dès lors que nous naissons, nous ne cessons d'apprendre. Alors nous apprenons de ce qui nous entoure, de la nature, mais nous apprenons les uns des autres. Nous apprenons de nos déceptions, de nos chutes, de nos victoires, mais surtout de nos défaites. Et à quoi bon? À quoi bon ne plus apprendre? Ça serait tellement triste. Non. C'est un grand enrichissement d'apprendre des autres civilisations. Et nous ne sommes rien les uns sans les autres. Merci beaucoup pour ces profondes réflexions, pour votre temps. Merci à vous de m'avoir invité et de m'avoir permis de m'exprimer autour de choses qui me tiennent à cœur. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis jusque-là et à très bientôt.